Alors c'est à travers la question des conflits de souveraineté que nous sommes invités aujourd'hui à discuter de la Révolution dans ces 2 premières années. J'ai choisi pour ma part de traiter la question de l'effacement progressif de la souveraineté financière du roi au cours des années 89 et 90, plus particulièrement dans le champ de l'engagement des dépenses de l'État. Dans ce domaine, l'autorité du roi passe d'un pouvoir, il faut le reconnaître, quasi absolu, j'y reviendrai notamment à travers la question du livre rouge, à un pouvoir encadré et limité. Cette approche par l'histoire des finances peut apporter un éclairage nouveau à l'histoire politique. L'analyse des finances du pouvoir nous renseigne en effet sur la nature du pouvoir lui-même, comme le précisait Alain Guéry déjà dans les années 80. Commençons sans plus tarder par une citation tirée des Nouvelles à la main, datée du mois de novembre 88 et que Guillaume Mazot m'a fait l'amitié de me signaler. Elle nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Les enragés, surnom dont le roi, à ce qu'on assure, gratifie la par trop fameuse Société des Patriotes composée de plusieurs militaires, magistrats et autres qui tient ses assises chez le sieur Massé, restaurateur aux arcades du Palais Royal, travaille, dit-on, à un mémoire dans lequel il se propose de prouver que dans une véritable monarchie, tous les revenus de l'État ne doivent pas être à la disposition du souverain, qu'il lui doit être seulement accordé une somme assez considérable pour l'acquittement des charges de sa maison, des dons et grâces de ses serviteurs, ainsi que de ses plaisirs, mais que le surplus, déposé au Trésor royal, ne peut être employé qu'aux objets sanctionnés par l'Assemblée de la Nation. Alors pour le contexte, nous sommes en novembre 1788. Depuis début août, on sait que les États généraux seront convoqués pour le mois de mai 89. Cependant, on ignore encore sous quelle forme. Le débat public sur le doublement du tiers et le vote par tête est ouvert depuis l'été. Les aristocrates libéraux et autres membres du parti patriote, qu'ils se réunissent chez le restaurateur Massé, chez Adrien Duport ou ailleurs, multiplient les projets de pamphlets qui défendent les principes d'un régime parlementaire. On le voit à partir de cet extrait de Nouvelles à la main, le principe d'une liste civile est déjà présent dans l'esprit de certains des patriotes les plus actifs. Évidemment, pour le roi, il est hors de question que les États généraux remettent en cause son pouvoir de fixer les dépenses et de récompenser les serviteurs de l'État par des pensions et des gratifications. C'est bien pour réformer la fiscalité que les États généraux ont été convoqués. Le roi est certes prêt à faire des concessions sur la publicité des dépenses, mais certainement pas à partager sa souveraineté sur les dépenses de l'État. D'emblée, entre le roi et la nation, ce sont des attentes et des ambitions contradictoires qui se nouent autour de la convocation de ces États généraux. Je propose dans un premier temps de revenir sur les caractéristiques de la souveraineté financière du roi sous l'Ancien Régime, puis d'exposer les concessions auxquelles la monarchie était prête à se plier en échange d'un accroissement de sa maîtrise des recettes. Enfin, je reviendrai sur les liens entre événements révolutionnaires et conquête de la souveraineté financière par l'Assemblée nationale. Que les choses soient bien claires, il n'y a pas à proprement parler d'absolutisme financier de la monarchie sous l'Ancien Régime, notamment en ce qui concerne le volet des recettes. C'est même ce qui pose problème à la couronne qui entend résolument réformer sa fiscalité à partir de 1786 afin d'étendre ses marges de manœuvre. Sous l'Ancien Régime, le pouvoir royal est souvent contraint de négocier avec les corps intermédiaires pour obtenir des recettes exceptionnelles. Le système fisco-financier de la monarchie, décrit par Daniel Dessert, rend le régime très dépendant des avances des fermiers généraux, mais aussi et surtout de celles des princes et de l'aristocratie dans le cadre du crédit traditionnel, comme l'a montré Marie-Laure Leguet. C'est bien un régime de négociation et d'interdépendance qui régit l'afflux de recettes dans les caisses de l'État, sans compter l'incroyable patchwork de privilèges locaux qui rend la carte des taxes incompréhensible. En revanche, et j'insiste sur ce point, la manière dont les dépenses de l'État sont ordonnées et engagées, la manière dont les cours souveraines et en premier lieu la Chambre des comptes, mais aussi les prêteurs, peuvent être retenus dans l'ignorance du détail des dépenses de l'État, place le roi et ses ministres dans une position d'autorité extrêmement forte. Le roi de France, depuis la suppression de la charge de surintendant des finances en 1661, dispose d'un pouvoir personnel quasi absolu dans l'engagement des dépenses de l'État. Ce mode de gouvernement des finances avait d'ailleurs été théorisé par Louis XIV lui-même dans ses mémoires. De toutes les fonctions souveraines, celle dont un prince doit être le plus jaloux est le maniement des finances. Il n'y a que le prince seul qui doive en avoir la souveraine direction.
Le roi prit alors, dès 1661, toute sa part dans les décisions financières, mais en veillant toutefois à prendre conseil dans le cadre d'un Conseil royal des finances nouvellement créé à cette fin. Le Conseil royal des finances servait surtout à arrêter les grandes orientations de la politique fiscale et à fixer l'état des dépenses de chaque ministère pour l'année suivante, l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui le budget. Le Conseil royal des finances apparaissait donc comme le cœur de la décision budgétaire, comme l'a montré Marie-Laure Le Guay dans La banqueroute de l'État royal. Je cite, « La procédure d'engagement des deniers publics était centralisée et nécessitait toujours d'être arrêtée en Conseil. » C'est également dans le cadre du Conseil royal des finances qu'étaient examinés les états au vrai, remis par les comptables de la monarchie. Il s'agissait tout simplement des comptes effectifs, de ce qui avait été effectivement reçu et effectivement dépensé dans le cadre d'un exercice comptable, c'est-à-dire une année civile. Cet examen des états au vrai constituait le contrôle administratif des comptes. Ces états étaient ensuite transmis à la Chambre des comptes pour le contrôle judiciaire, c'est-à-dire l'enregistrement et éventuellement des remontrances. Cependant, le contrôle judiciaire se trouvait d'emblée limité par deux facteurs. Les lenteurs de la procédure comptable et l'opacité volontaire de la monarchie qui refusait de donner les détails d'une partie importante des dépenses de l'État. Ainsi, à la veille de la Révolution, les rôles de l'État au vrai, c'est-à-dire les comptes effectifs de l'année 1783, n'avaient toujours pas été arrêtés en Conseil et donc pas transmis à la Chambre des comptes. En 1787, année de l'ouverture de l'Assemblée des notables, le Conseil royal des finances avait seulement arrêté les rôles de l'année 1775 pour transmission à la Chambre des comptes. Cela signifie qu'au début de la crise politique, il n'y avait pratiquement eu aucun contrôle juridictionnel sur l'ensemble des comptes depuis, grosso modo, le début du règne. La magistrature ignorait combien précisément on avait pu dépenser pour la guerre et le montant exact du déficit était évidemment inconnu pour ces magistrats. Même quand les états au vrai parvenaient à la Chambre des comptes, les magistrats n'avaient pas pour autant connaissance du détail de toutes les dépenses. Le comité des pensions a souligné dans son rapport, les dépenses dont on ne veut pas justifier à la Chambre des comptes sont comprises dans des états de comptant, c'est-à-dire que la Chambre des comptes enregistrait un montant global de dépenses, de comptant, parfois plusieurs dizaines de millions, dont elle ne voyait jamais les quittances, ne connaissait jamais l'objet, ni le nom des bénéficiaires. Avec les ordonnances au porteur, le roi disposait, en outre, dans l'engagement des dépenses, d'un pouvoir de décision et de dissimulation encore plus grand. Le roi et son contrôleur général des finances pouvaient disposer d'une partie des fonds du Trésor royal sans que les commis du Trésor, et encore moins la Chambre des comptes, n'en aient jamais connaissance du détail. Ces dépenses étaient inscrites dans le registre des ordonnances au porteur, plus connu sous le titre de « livre rouge ». Ces ordonnances, sous le règne de Louis XVI, servaient à régler les dépenses secrètes ordinaires et régulières, celles des affaires étrangères, environ 8 millions de livres par an, celles des postes et messageries, 300 000 livres par an, quelques pensions et gratifications secrètes à divers particuliers. Les ordonnances au porteur étaient aussi mobilisées pour des dépenses secrètes extraordinaires. On le voit, le roi disposait d'une grande latitude dans la manière d'employer les fonds publics et surtout d'en dissimuler l'usage. Le discours officiel depuis le début du règne sur les politiques de réduction des dépenses de la cour et de lutte contre les gaspillages était invérifiable et n'empêchait pas le roi de dépenser pour son bon plaisir, de détourner les ressources du Trésor royal pour effacer les dettes de son entourage, notamment ses frères, ou encore de payer des grâces pécuniaires. Cependant, les besoins sans cesse plus grands de l'État et les publications de Necker n'avaient cessé de faire croître la curiosité du public vis-à-vis des dépenses royales. Les créanciers de l'État, quelles que soient leurs conditions, voulaient légitimement être en mesure de vérifier si le roi était aussi bon gestionnaire qu'il se plaisait à le faire savoir. L'appel au secours de 1787 impliquait des contreparties sous forme de concessions. Le conflit de souveraineté qui opposa ensuite le roi à l'Assemblée nationale autour des finances peut s'expliquer par une interprétation divergente du principe « no taxation without representation », pas de fiscalité sans représentant pour la voter. À plusieurs reprises, en 1788 et 1789, Louis XVI avait clairement exprimé son souhait de voir les États généraux jouer le rôle de chambre de représentation nationale, capable de conseiller le roi dans la manière de rétablir l'équilibre entre la recette et la dépense de l'État, mais aussi de consentir à de nouveaux impôts. Conseiller, consentir, mais pas décider.
Quand on lit attentivement les déclarations publiques du roi, et je vous y renvoie, on constate que ce principe de consentement à l'impôt devait se faire en communion avec sa propre volonté. En bref, le consentement des États généraux était subordonné à la volonté royale. Les États généraux devaient donc servir à consentir à sa réforme fiscale, pas à limiter son pouvoir quasi absolu de disposer, comme il l'entendait, des fonds publics. C'était encore le cas lors de la séance royale du 23 juin 1789, dans ce qui constitue le maximum de ce que le roi était prêt à accepter et à accorder en cohérence avec les institutions de l'Ancien Régime. Dans la déclaration des intentions du roi du 23 juin, l'article 1er réaffirmait le principe du consentement à l'impôt par les représentants de la nation. Le roi se rallie au principe de publicité des finances en acceptant que les États généraux puissent examiner la situation des comptes et demander tous les renseignements propres à éclairer parfaitement les députés. En revanche, si le roi donnait une grande latitude aux États généraux pour lui proposer des manières précises de fixer les dépenses de l'État, le roi se réservait le droit de les adopter seulement si elles s'accordent avec la dignité royale et la célérité indispensable au service public. Je cite là les mots de la déclaration du 23 juin. Il était toujours donc hors de question pour Louis XVI que les États généraux fixent seuls les dépenses de l'État, et il n'était nullement fait mention d'une liste civile. La déclaration du 23 juin 1789 n'était donc pas un programme politique qui visait à établir un régime parlementaire, mais plutôt une sorte de monarchie délibérative où le roi décidait en dernier ressort dans le cadre d'une société où les ordres étaient maintenus et la participation à la vie politique liée à la propriété. En somme, Louis XVI proposait là une monarchie absolue protégée du risque de despotisme par un élargissement de son conseil aux États généraux et une gestion publique des finances. À partir de là, ce sont les événements révolutionnaires qui firent basculer ce conflit de souveraineté d'une situation de blocage à une franche révolution politique. Le ralliement de 47 députés de la noblesse, et pas des moindres, aux députés du tiers-État le 25 juin 1789 finit de faire voler en éclats le principe de séparation des ordres que le roi avait réaffirmé 2 jours plus tôt. Clairement désobéi par une partie importante de la haute noblesse titrée, le roi fut contraint de céder à l'union des ordres au sein de l'Assemblée nationale. Si les députés avaient créé un comité de constitution pour travailler au texte qu'ils s'étaient fait le serment d'écrire le 20 juin, le second comité créé ensuite par l'Assemblée fut un comité des finances chargé, je cite, de surveiller les déprédations qui dévorent nos finances. Le travail du comité des finances devait essentiellement consister à obtenir communication des documents relatifs aux finances de l'État. Ce comité des finances fut formé le 11 juillet 1789. D'après l'abbé Barbotin, député du clergé, la décision de l'Assemblée de mettre son nez dans les comptes publics a peut-être contribué à accélérer le renvoi des ministres, je cite Barbotin. En effet, du côté de la couronne, le moment de frapper les grands coups arriva, je cite Saint-Priest, avec le renvoi de Necker. La nouvelle du renvoi du plus populaire de tous les ministres provoqua, on le sait, l'explosion révolutionnaire de la population parisienne. Le 15 juillet, le roi capitula face aux événements. Je cite Louis XVI, « C'est moi qui ne suis qu'un avec ma nation, c'est moi qui me fie à vous, aidez-moi, dans cette circonstance, à assurer le salut de l'État. » Cependant, le flou demeurait sur la place faite à l'Assemblée dans l'engagement des dépenses de l'État. Jusqu'où et jusqu'à quand le roi souhaitait-il se faire aider par l'Assemblée? Après la prise de la Bastille, le roi rappela Necker, accepta de communiquer des documents financiers au comité des finances de l'Assemblée nationale constituante. Le 9 août, donc, le comité des finances demandait à Dufresne, le directeur du Trésor, l'état détaillé et nominatif des pensions. Les premières résistances de la part de l'exécutif se manifestèrent en septembre. Louis XVI tenta d'enterrer toute enquête poussée de l'Assemblée nationale sur les pensions royales. Je ne m'opposerai à aucun des examens que l'Assemblée nationale jugera convenable de faire. Elle considérera seulement si une inquisition détaillée d'une pareille étendue n'assujettirait pas à un travail sans fin, ne répandrait pas beaucoup d'alarmes, et si une réduction fondée sur divers principes généraux ne serait pas préférable. Le roi proposait donc d'établir une diminution générale des pensions et de renoncer à traquer les pensions illégitimes. Le comité des finances de l'Assemblée décida les semaines suivantes de suivre l'avis du roi. Ses membres se comportaient là comme des conseillers du roi plutôt que comme des représentants libres de la nation souveraine. À l'Assemblée nationale, le 22 septembre,
des députés réclamèrent au contraire la publication de la liste des pensions. Duval-Despréménil demanda que la liste soit nominative, indique le montant précis et la date à laquelle les pensions avaient été accordées. La bataille des pensions était lancée. Le comité des finances ne coopérait pas forcément avec l'Assemblée sur ce point, préférant suivre la volonté du roi de diminuer le montant global des pensions sans aller plus loin dans la publicité de la liste des pensionnaires. Le conflit de souveraineté, on le voit, traversait l'Assemblée. Encore une fois, ce furent les événements révolutionnaires qui contribuèrent à faire encore un peu plus progresser la souveraineté nationale aux dépens de la souveraineté royale. Suite aux journées d'octobre et au déménagement du roi et de l'Assemblée à Paris, la bataille des pensions s'accéléra et s'intensifia. À partir du 23 novembre, l'Assemblée commença à imprimer et à rendre au public la liste nominative des pensionnaires, en commençant par la première classe, c'est-à-dire les pensions supérieures à 20 000 livres par an. Quel mystère d'iniquité ne pénétrera-t-on pas d'ici à quelque temps, et combien de gens doivent trembler pour leur réputation, écrit Duquesnoy, Adrien Duquesnoy, député du Tiers, dans son journal ce jour-là. À la fin du mois de décembre 1789, l'alliance du tiers-État avec la noblesse militaire de province, choquée par l'ampleur des faveurs reçues par l'aristocratie de cour, précipita la création d'un nouveau comité dédié uniquement à enquêter sur les abus dans la distribution des pensions et à proposer de nouvelles règles pour leur attribution. Présidé par Armand Gaston Camus, le comité des pensions porta de grands coups au secret des finances et à la souveraineté financière du roi. Il parvint à se procurer le registre des dépenses secrètes, dont il rendit public le contenu, le livre rouge donc. Surtout, il proposa de nouvelles règles pour la distribution des récompenses aux serviteurs de l'État. Et ces règles privaient le roi et ses ministres de toute décision en la matière. Le décret du 3 août 1790, voté par l'Assemblée nationale, fixait des critères clairs pour obtenir une pension de l'État, accordait un rôle prépondérant à l'Assemblée dans l'engagement des dépenses destinées aux nouveaux pensionnaires et surtout renvoyait à la liste civile, nouvellement créée, la charge des pensions de cour. Le roi, par la voix de Necker, tenta d'obtenir des amendements à la nouvelle loi sur les pensions dès la mi-août 90. Vous laissez le roi trop à l'écart dans la distribution des récompenses, déplora Necker dans un mémoire transmis aux députés le 17 août 1790 et lu en séance à l'Assemblée. Necker regrettait qu'aucune partie des gratifications ne puisse être accordée sans le consentement des législatures et voulait obtenir une extension du pouvoir d'initiative de l'exécutif et en particulier des ministres à ce sujet. En vain. En quelques mois, la souveraineté financière de l'Assemblée sur l'engagement des dépenses avait cru considérablement. Le travail du comité des pensions, à partir de janvier 1790, avait conduit à la suppression de toutes les pensions et à leur recréation au cas par cas. Toutes les pensions liées au service domestique du roi et de la famille royale ne pouvaient plus être prises en charge par le Trésor, devenu Trésorerie nationale. Par conséquent, les pensionnaires de la cour se tournaient vers Arnaud de la Porte, intendant de la liste civile, qui venait d'être créée, pour obtenir des pensions. Le 17 août, le même jour donc, le roi se plaignit, toujours par la voix de Necker, du fait de devoir prendre en charge sur sa liste civile d'anciennes pensions qui, à ses yeux, faisaient partie de la dette de la maison du roi, que la nation s'était engagée à reprendre au moment où la liste civile fut votée. Il est vrai que le 9 juin 1790, le roi avait clairement exprimé son souhait de voir la dette de sa maison liquidée par la nation, et l'Assemblée avait accédé à sa demande par un vote à l'unanimité par acclamation. Le travail du comité des pensions et de la direction générale de la liquidation contrariait les plans de l'intendant de la liste civile Arnaud de la Porte, qui ambitionnait justement d'utiliser l'argent de la liste civile pour contribuer à restaurer l'autorité du roi. C'était d'autant plus possible puisque l'Assemblée nationale n'avait prévu aucun moyen de contrôle public des dépenses de la liste civile. Le roi était le seul contrôleur des dépenses de sa maison. Les comptes de la liste civile n'étaient pas destinés à être communiqués à l'Assemblée, ni publiés. C'était le dernier carré de souveraineté financière du roi, une poche de souveraine direction des finances pour le roi, une poche à 25 millions de livres. En renvoyant les anciennes pensions de la cour vers la liste civile, le comité des pensions anéantissait les marges de manœuvre budgétaires de l'intendant. Il devenait de fait plus compliqué de financer les actions contre-révolutionnaires. Dans sa déclaration
aux Parisiens, laissé dans sa chambre aux Tuileries au moment de son départ pour Montmédy, dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, le roi dénonça publiquement les atteintes à sa souveraineté financière. 2 ans après l'humiliant serment du jeu de paume, Louis XVI décrivait la liste civile comme le vain simulacre de la royauté. Que reste-t-il au roi autre chose que le vain simulacre de la royauté? On lui a donné 25 millions pour sa liste civile, mais la splendeur de la maison qu'il doit entretenir pour faire honneur à la dignité de la couronne de France et les charges qu'on a rejetées dessus, même depuis l'époque où ces fonds ont été réglés, doivent en absorber la totalité. Le roi n'avait pas accepté non plus d'être privé de son pouvoir de faire des grâces et de prendre part à la récompense des services rendus à l'État. Toujours dans le même texte, Louis XVI le déplorait. Les fonctionnaires et les militaires qui servaient l'État servaient aussi le roi en même temps. Pourquoi ne pouvait-il plus les récompenser? Cette ultime tentative de reconquérir un peu de... j'arrive à la conclusion. Un peu de souveraineté financière, merci, échoua. En septembre, après avoir été suspendu et isolé aux Tuileries tout l'été, Louis XVI accepta la Constitution qui consacrait la perte de sa souveraineté dans ce domaine. Et j'en viens à la conclusion. Dans le champ de la souveraine direction des dépenses publiques, donc, le recul de la souveraineté financière de la monarchie au cours des premières années de la Révolution se manifesta à travers une remise en cause du secret des finances et à travers une remise en cause du processus de décision et de contrôle de l'engagement des dépenses. Le comité des pensions présidé par Camus joua un très grand rôle afin de contraindre l'exécutif à la transparence financière. En octobre 1788, le roi qualifiait d'enragés les patriotes qui cherchaient à donner à l'Assemblée de la Nation le pouvoir de disposer des fonds publics et de limiter le champ d'exercice de la souveraineté financière du roi à une part limitée des dépenses de l'État. C'est finalement cette vision enragée du point de vue du roi, ou patriote du point de vue de la noblesse libérale et du tiers-État, qui l'emporta au cours des premières années de la Révolution. Les événements révolutionnaires avaient définitivement inversé le rapport de force au détriment de la souveraineté royale et avaient conduit le roi à céder aux revendications patriotiques. Je vous remercie.